Pourquoi les projets les plus ambitieux, et souvent ceux qui sont les mieux financés, finissent-ils par s'effondrer beaucoup plus vite que les petites initiatives sans budget? Ouais, c'est la grande question. En fait, ce n'est généralement pas un manque de volonté. La vérité, c'est qu'une bonne intention livrée à elle-même, si elle n'est pas enfermée dans une cage méthodologique très stricte, elle ne crée pas du progrès. Elle crée juste du chaos. C'est un phénomène assez paradoxal, hein, mais extrêmement courant. L'ambition pure, ça génère une énergie énorme. Mais sans un canal pour diriger cette énergie, elle se dissipe ou, pire, elle détruit la structure même qui essaye de la porter. Oui, c'est clair. On se retrouve du coup avec des équipes épuisées, des budgets complètement vidés et au final un résultat nul. Et justement, ce qui m'a vraiment interpellé lors de la préparation de cette exploration, ce n'est pas le jargon administratif habituel qu'on trouve dans les manuels de gestion. C'est vraiment le piège psychologique redoutable que notre source du jour met en lumière. Tout à fait. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un document académique pointu. C'est le module 5 du Master MEEF, donc dédié au management des établissements d'enseignement et de formation. Un titre bien chargé d'ailleurs. Ah, ça oui. C'est un travail rédigé par Mahamadou Hanch, un doctorant et inspecteur principal. Et ce qui donne vraiment un poids considérable à cette recherche, c'est qu'elle est soutenue par des piliers institutionnels. On parle de l'AENS Niamey, l'Agence universitaire de la francophonie, donc l'UAF, et l'Université Senghor. C'est sûr qu'à première vue, avec un intitulé pareil, ça semble s'adresser exclusivement aux directeurs d'école ou aux inspecteurs, quoi. Ouais, on s'attend un peu à un traité sur la façon de remplir des formulaires administratifs en 7 exemplaires. Exactement. Sauf que la mécanique interne de ce texte, en fait, elle offre une perspective bien plus vaste. Et c'est là qu'est la véritable valeur de ce document. Pour ceux qui nous écoutent et qui cherchent à structurer leur pensée, à fuir la surcharge mentale ou juste à transformer une idée abstraite en un résultat physique tangible, ils trouveront ici un mode d'emploi fascinant. Et universel, j'ajouterais. Totalement. Notre mission aujourd'hui, c'est de décortiquer comment ce texte déconstruit la complexité. Parce que pour comprendre l'efficacité, il faut d'abord comprendre l'anatomie même de l'action. C'est une excellente façon de le formuler. Le module s'articule autour d'un concept incontournable. C'est le plan d'action. Et attention, il le définit non pas comme une simple to-do list qu'on griffonne sur un post-it, mais vraiment comme un document à la fois stratégique et opérationnel. Et cette nuance entre stratégique et opérationnel, c'est vraiment la clé de voûte de tout le système. C'est-à-dire La stratégie, c'est la vision à long terme, c'est le grand pourquoi et le vers où on va. la destination, en gros. Voilà. Et l'opérationnel, c'est la boue sur les chaussures, quoi. C'est qui fait quoi, quand et avec quel marteau on tape. Ah, j'aime bien l'image. Un plan d'action qui ne serait que stratégique, au final, ce n'est qu'une déclaration philosophique. Et à l'inverse, un plan qui ne serait qu'opérationnel, c'est juste de l'agitation sans but. Le document insiste vraiment sur la fusion obligatoire de ces deux aspects. Bon, décortiquons un peu tout ça. Parce que pour réaliser cette fusion, le texte identifie 6 composantes critiques. Oui, 6 piliers. Et si on en retire une seule, la machine s'enraye. Donc on a les objectifs, les activités, les ressources, qu'elles soient humaines, matérielles ou financières, les responsables, le calendrier, et enfin les indicateurs de suivi. C'est une liste qui peut paraître scolaire comme ça, mais qui est redoutable. C'est ça. Mais au lieu de voir ça comme une bête liste à puces, essayons de visualiser la mécanique. J'aime imaginer cela comme le système de navigation GPS complet de votre voiture. Ah, intéressant. L'objectif, c'est juste la destination qu'on tape sur l'écran. Le plan d'action global fournit l'itinéraire détaillé, donc les activités. Il vérifie le niveau de carburant, ça c'est nos ressources. Il précise qui conduit la voiture, les responsables, et bien sûr, il donne l'heure d'arrivée estimée avec le calendrier. Ce qui est fascinant ici, c'est la façon dont le document insiste sur cette transformation. Passer d'une simple intention à une action concrète et mesurable. Ouais, parce que l'intention seule, ça ne suffit pas. Ah bah non. Une intention sans indicateur de suivi, n'est qu'un vœu pieux en fait. C'est espérer que la voiture arrive toute seule sans jamais regarder le tableau de bord. C'est clair. D'ailleurs, reprenons ces fameux responsables. C'est un peu le système de direction, non? Absolument. Si plusieurs personnes essayent de tourner le volant en même temps, ou pire si personne ne sait qui est censé appuyer sur le frein, le crash est inévitable. Logique. Un calendrier sans responsable clairement désigné, c'est juste une horloge qui tourne dans une pièce vide. Tout le monde regarde leur passé, mais personne ne se sent obligé d'agir. C'est l'effet spectateur classique. Ce qui nous amène directement à la 6e composante, celle qui m'a semblé être la plus impitoyable à la lecture, les fameux indicateurs de suivi et d'évaluation.
Ah oui, les voyants lumineux sur le tableau de bord. Exactement. Et le document de l'UIEF est catégorique là-dessus. C'est l'erreur la plus commune dans la gestion de projet. On dit souvent « Ah, nous voulons améliorer la qualité de l'enseignement C'est noble. ». Très noble. Très bien, mais comment on mesure ça? Si le voyant d'huile est cassé, le moteur peut serrer à tout moment, même si le réservoir est plein, tu vois. Les indicateurs, c'est vraiment le seul moyen de transformer une intention subjective en réalité objective. Ça oblige à se confronter à la réalité du terrain, en fait. Voilà, ça confronte nos rêves à la réalité. D'accord, donc on a les 6 pièces de notre machine, on sait à quoi elles servent, on a le GPS, mais bon, posséder les pièces détachées, ça ne veut pas dire qu'on sait les assembler sans tout faire exploser au démarrage. C'est souvent là que ça coince. Du coup, comment on construit ce plan d'action de toutes pièces? Le document propose une architecture très stricte en 7 étapes d'élaboration. Et c'est là que le texte nous réserve, à mon sens, un véritable court-circuit intellectuel. Je vois très bien de quoi on parle. Vous faites référence à la chronologie des toutes premières étapes, je suppose. Exactement. Je vais dérouler cette chronologie pour ceux qui nous écoutent parce qu'elle va vraiment à l'encontre de nos réflexes naturels. Allez. Étape 1. L'identification du problème. Logique. Étape 2. L'analyse des causes. Étape 3. La définition des objectifs. Et ensuite, on déroule avec les activités, les ressources, les calendriers et le suivi. Mais franchement, arrêtons-nous sur ce début. On identifie le problème et au lieu de fixer immédiatement le but pour le régler, l'étape 3, le document, exige qu'on freine des cas de fer pour faire cette fameuse analyse des causes à l'étape 2. Ça surprend toujours. Toit de l'école fuit. Le problème, c'est la fuite. L'objectif évident, c'est d'avoir un toit qui ne fuit plus. On prend un seau, on appelle un couvreur, on change les tuiles. Pourquoi bloquer l'action? C'est une réaction tellement humaine de vouloir sauter cette étape. On veut agir vite. Et c'est précisément ce biais que l'auteur tente de corriger. Ah bon? Oui, cela soulève une question importante sur la pensée critique. L'exemple du toit qui fuit, c'est parfait pour illustrer le danger de la précipitation. Comment ça? Si on voit l'eau couler et qu'on fixe direct l'objectif « réparer le toit », on va dépenser des ressources pour changer les tuiles. Mais on traite le symptôme. On ne traite pas la maladie. Mais en quoi changer les tuiles ne règle pas le problème? L'eau ne rentre plus, si? À très court terme, ouais. Mais si on avait pris le temps de faire l'étape 2, l'analyse des causes, on se serait peut-être rendu compte que la fuite n'est pas du tout due à la vieillesse des tuiles. Mais à quoi alors ça va? Au fait qu'un grand arbre mort frotte contre la toiture à chaque gros coup de vent. Ah, d'accord, je vois. Du coup, si vous ne coupez pas cet arbre, votre toit tout neuf y fuira de nouveau l'hiver prochain. Sauter l'analyse des causes, ça garantit presque toujours qu'on va gaspiller une énergie folle à combattre des conséquences plutôt que des origines. Le document prend d'ailleurs un exemple très parlant lié au milieu scolaire. On y parle de la gestion de l'échec scolaire. Oui, un cas très classique. Si un établissement constate un taux d'échec massif aux examens de fin d'année, le problème est identifié. Le réflexe naturel, l'étape 3 immédiate, ce serait de dire il faut augmenter les heures de cours de soutien. Ce qui semble tout à fait logique en surface. L'élève échoue, donc l'élève doit étudier plus. C'est mathématique. Voilà, on mobilise les profs, on rallonge les journées, on épuise tout le monde. Mais le module, avec sa méthode, nous force à faire l'étape 2. Et heureusement. Et cette analyse des causes pourrait révéler que l'échec n'a absolument rien à voir avec le volume horaire des profs. Exactement. Il peut être dû au fait que, par exemple, les élèves arrivent en classe déjà épuisés parce qu'ils souffrent de maladies hydriques, parce qu'il n'y a pas d'accès à l'eau potable dans l'établissement, ou bien tout simplement parce qu'ils n'ont pas de manuel scolaire à la maison. C'est fou quand on y pense. Et soudainement, la perspective entière du projet bascule complètement. L'objectif n'est plus du tout de rajouter des heures de maths. Non, plus du tout. L'objectif, ça devient d'installer un point d'eau salubre ou bien de financer une bibliothèque de prêt. L'analyse des causes, ça agit comme un filtre de réalité. Ça empêche de jeter de l'argent par les fenêtres, en gros. Ça empêche les gestionnaires de déployer de l'argent, du temps, du personnel dans des batailles qui sont stériles. C'est vraiment le fondement de toute gestion intelligente. C'est d'une efficacité redoutable. La théorie, derrière ces 7 étapes, offre une grille de lecture hyper puissante. C'est indéniable. Mais pour s'assurer que ces concepts quittent le royaume de la théorie, le document de l'ENS Niamey nous plonge dans un cas pratique d'une granularité assez impressionnante. Ah oui, l'étude de cas sur l'hygiène. C'est ça. Il s'attaque à un problème très physique, très quotidien. L'amélioration de l'hygiène et de l'environnement scolaire. Et là, on sort de la philosophie pour mettre les mains dans le cambouis. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. C'est un terrain d'application idéal en fait. Pourquoi?
Parce que l'hygiène dans une école, c'est un défi complètement multidimensionnel. Ce n'est pas un problème qu'un professeur peut résoudre seul en fermant la porte de sa classe et en passant un coup de balai. Ouais, il faut toute une armée, quoi. Ça nécessite une véritable ingénierie d'action. Le texte nous montre bien comment ce cadre rigide force la décomposition du problème. On part d'un objectif général qui pourrait sembler hyper flou, genre améliorer les conditions d'hygiène et d'assainissement. Ce qui ne veut tout et rien dire sur le papier. Voilà. Et cet objectif, il est ensuite fracturé en objectifs spécifiques beaucoup plus tranchants. Sensibiliser les élèves, installer des équipements pour les déchets, promouvoir la salubrité par des actions directes. Et la magie opère quand on passe au tableau de bord. La fameuse matrice d'exécution. Oui, ce tableau, c'est la traduction littérale de la mécanique dont on parlait tout à l'heure avec les composantes. C'est la transition brutale entre l'intention et l'action pure. Brutal, c'est vraiment le mot juste. Parce que là, fini les beaux discours sur l'importance de la propreté, le tableau, il divise le temps et l'espace. C'est très clinique. Pour l'activité de salubrité, ce n'est pas juste « oh, on le fera quand on aura le temps ». Non, c'est organisé spécifiquement d'octobre à décembre. Exact. Et qui est responsable? Le directeur de l'école et l'association des parents d'élèves, l'AP. Pour la sensibilisation, là par contre, ce sera un effort continu toute l'année. Et la charge incombe exclusivement aux enseignants. Chacun son rôle. Et pour ce qui est de l'installation physique des poubelles, là l'action est verrouillée au mois de novembre, précis. Et la responsabilité en est retirée à l'école elle-même pour être confiée au comité de gestion, le CGDOS, et à la commune. Il faut vraiment s'arrêter sur ce niveau de précision. Parce que c'est ici que la notion d'indicateur dont on a parlé prend tout son sens. Ah oui, l'évaluation de fin d'année. Bah oui, comment on sait à la fin de l'année si l'objectif d'hygiène a été atteint? Sans ce tableau, on ferait juste le tour de la cour de récréation. Et on dirait, ouais, c'est un peu plus propre. Voilà. Certains diraient ça et d'autres diraient « Ah non, regardez, il y a encore des papiers par terre là-bas ». Le classique débat sans fin. Ce serait un débat d'opinion total, un dialogue de sourds basé sur des émotions ou des impressions visuelles très subjectives. Et ça finit toujours par créer des tensions entre les acteurs. Le parent accuse le prof accuse la mairie accuse le directeur. Exactement, c'est le chaos. Mais le plan d'action de ce module, il détruit cette subjectivité. Les indicateurs qui sont inscrits sont froids et impartiaux. Implacable. L'évaluation ne portera jamais sur un sentiment de propreté, elle va porter sur des questions binaires et quantifiables. Du genre? Du genre, combien de séances de salubrité ont été organisées entre octobre et décembre par le directeur? Le chiffre, il est de 0, de 2 ou de 10. Ah oui, là on ne peut pas tricher. Pareil pour les poubelles. Combien de poubelles ont été physiquement livrées et installées par la commune en novembre? On veut le chiffre exact. C'est presque mathématique. Ces indicateurs, ils agissent comme un bouclier. Ils protègent le projet des égos des uns et des autres, des fausses excuses et des perceptions biaisées. En fait, les faits remplacent les opinions. Mais tu sais, en analysant finement la colonne des responsables dans ce tableau, j'ai remarqué quelque chose qui dépasse largement la simple logistique des déchets. Qu'avez-vous vu? On a listé le directeur, les parents d'élèves, la commune, les profs, le comité de gestion. Quand on regarde l'implication simultanée de tous ces acteurs, on réalise que ce plan n'est pas qu'un outil administratif. Non, effectivement. Il révèle une dynamique sociologique très profonde. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Le document qualifie d'ailleurs ce processus d'instrument de mobilisation et de cohésion. Ce sont ses propres mots. C'est ça. L'hygiène, finalement, ce n'est que le prétexte opérationnel. Le véritable enjeu est ailleurs. Tout à fait. Au-delà des colonnes et des dates butoirs, ce tableau, c'est en réalité un contrat social. Un contrat social, c'est une belle façon de le voir. Le plan d'action, il agit un peu comme un chef d'orchestre ou comme une force centripète. Sans lui, la mairie gère son budget dans son coin, les parents râlent dans le leur et les profs s'épuisent au milieu. Chacun dans son silo. Voilà. Alors que le plan, il force la commune avec ses finances, les parents avec leur ancrage local et les profs avec leur pédagogie à se coordonner sur une seule et même grille. Il les oblige à aligner leurs intérêts divergents sur un résultat unique. Et si on relie cela à une perspective plus large, on comprend qu'il s'agit d'un changement de paradigme majeur dans la conception de l'institution scolaire. C'est-à-dire au niveau global. Il cite un document de l'OCDE de 2019 qui traite des partenariats entre l'école et la communauté. Ah oui, l'OCDE quand même.
et aussi un rapport de l'UNESCO de 2017 sur le renforcement de ces fameuses alliances éducatives. Ce n'est donc pas du tout une simple lubie administrative d'un chercheur isolé. C'est vraiment une architecture reconnue et poussée au niveau mondial. Absolument. Ce que démontrent ces références de l'UNESCO et de l'OCDE, c'est que l'époque où l'école fonctionnait comme une forteresse isolée, totalement déconnectée de son tissu urbain ou rural, c'est définitivement révolu. Fini le vase clos donc. Une éducation moderne et efficace ne peut plus se faire en vase clos. La complexité des défis de notre époque, que ce soit la santé publique, l'inclusion numérique ou même la précarité, ça exige de percer les murs de cette forteresse. C'est évident aujourd'hui. Et le plan d'action, avec toute sa rigueur mathématique qu'on a détaillée, c'est l'interface technique qui permet cette ouverture. C'est le langage commun. C'est ce qui permet à un maire, un parent d'élève et un inspecteur de se comprendre en fait. Exactement. Et surtout de travailler ensemble sans que l'un n'empiète sur le territoire de l'autre. Franchement, quel voyage intellectuel fascinant à travers ces quelques pages. N'est-ce pas ? On est parti d'une définition hyper austère, celle d'un document opérationnel classique, pour comprendre comment on transforme l'abstraction d'une grande idée en un moteur surpuissant composé de 6 éléments interdépendants. Et nous avons ensuite vu que l'assemblage de ce moteur, ça exigeait de vaincre notre précipitation naturelle. En s'imposant la fameuse étape 2. Voilà l'étape critique de l'analyse des causes, pour ne pas confondre le symptôme avec la racine du mal. L'arbre mort sur le toit plutôt que les tuiles cassées. Et pour finir, on a constaté, à travers le pragmatisme un peu brutal d'une campagne d'hygiène scolaire, comment cette mécanique froide, faite de calendriers et d'indicateurs impartiaux, était en fait la condition sine qua non pour générer de la cohésion humaine. L'hyperstructuration ne tue pas l'action collective finalement. Non, elle la libère en désamorçant tous les conflits subjectifs. C'est vraiment la démonstration que la clarté face à la complexité, ça ne relève pas de la magie ou de l'intuition, mais d'une ingénierie minutieuse. Un modèle indispensable donc pour quiconque souhaite naviguer efficacement au milieu d'enjeux qu'il dépasse. Tout à fait. Et c'est justement ce qui m'amène à une petite réflexion finale pour ceux qui nous écoutent, pour prolonger un peu ce cheminement. Je vous écoute. Le document prouve hors de tout doute que pour gérer une communauté complexe, pour faire avancer une institution, il faut implacablement éliminer la subjectivité et s'en remettre à des indicateurs de suivi très rigides. C'est la leçon du jour, oui. Mais ça laisse notre esprit face à un paradoxe fascinant. Imaginons une seconde qu'on décide d'importer cette méthodologie institutionnelle stricte à l'échelle de nos propres vies personnelles. Oula. Oui, imaginez. Si on traquait chaque habitude, chaque projet personnel avec ses propres indicateurs de performance, son analyse des causes profondes et son calendrier millimétré. Ça donne le vertige. Est-ce que cette hyperstructuration est enfin de nous les maîtres absolus de notre propre potentiel, libérés du brouillard de nos bonnes intentions? C'est la promesse de beaucoup de coachs de vie, ça. Exactement. Ou bien, à l'inverse, est-ce qu'elle finirait par nous transformer en micromanagers épuisés de notre propre joie, étouffant toute spontanéité sous le poids de notre propre tableau de bord? Une question vertigineuse, effectivement. Et qui mérite assurément d'être méditée. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration, et à très bientôt pour une nouvelle plongée au cœur des idées qui structurent notre monde.